Dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, deux figures ont émergé comme symboles de l'horreur nazie, Amon Goeth et Oskar Dirlewanger. Goeth, commandant du camp de concentration de Plaszow, gouvernait avec une cruauté implacable, exécutant des prisonniers depuis le balcon de sa villa avec la même facilité qu'il prenait son café. Dans un autre scénario de terreur, Dirlewanger dirigeait la tristement célèbre 36e division de grenadiers SS, une escouade composée de criminels et de soldats rejetés qui dévastaient des villages entiers, massacrant sans pitié des civils sur le front oriental. Amon Goeth a été exécuté à Cracovie après avoir été condamné pour crime de guerre. Dans ses derniers moments, avant d'être pendu le 13 septembre 1946, il a exprimé sa loyauté envers le nazisme avec ces derniers mots « Heil Hitler ». Rejoignez-nous pour découvrir le sort de ces hommes et leur destin brutal après la guerre. Numéro 1. Oskar Dirlewanger. Oskar Dirlewanger est né le 26 septembre 1995 dans la ville de Würzburg, dans l'Empire allemand, bien qu'il ait passé une grande partie de son enfance à Esslingen am Neckar. Dans sa famille, il n'y avait pas de précédent criminel car son père, Auguste, était un agent de vente riche, et sa mère, Paulina, était femme au foyer. Dans ses premières années de vie, rien ne laissait présager qu'il deviendrait l'un des chefs les plus bestiaux de la Seconde Guerre mondiale. Après son adolescence, Dirlewanger participa à la Première Guerre mondiale où il atteignit le grade de lieutenant. Son comportement fut exemplaire puisqu'il reçut la Croix de Fer qui était décernée pour des actes de grande bravoure ou à défaut, pour des mérites dans le commandement des troupes. Cependant, un rapport de police rédigé en 1918 le décrivait comme un homme fanatique, violent, alcoolique et mentalement instable, habitué à pratiquer la violence sous l'effet des drogues. Entre 1919 et 1921, il servit en Haute-Silésie dans les Freikorps, un groupe paramilitaire de la République de Weimar. De plus, il faisait partie de ce que l'on appelait un armée noire, car il enfreignait certaines règles convenues dans le traité de Versailles. Dans ce contexte, il participa à la répression des soulèvements communistes dans le Ruhr et la Saxe. 12 mois plus tard, en 1922, il obtint un diplôme en sciences politiques et en 1923, il adhéra au parti nazi. Quelques jours après sa signature, il fut expulsé de l'espace national-socialiste, mais l'année suivante, sa suspension fut révoquée. Pendant un certain temps, il dirigea une usine de tissus tricotés, jusqu'à ce qu'en 1932, il devienne le leader de la SA à Esslingen. En l'espace de 2 ans, Dirlewanger ne se fit pas remarquer pour sa mauvaise conduite et ses actions controversées. Cependant, la tranquillité prit fin lorsqu'il fut condamné à une peine de prison de 24 mois pour avoir kidnappé et abusé sexuellement d'une employée de 14 ans. Cet acte abominable lui coûta à la fois ses titres et ses décorations. Il fut également à nouveau expulsé du parti nazi. En 1936, il retrouva sa liberté et peu de temps après, il récidiva dans ses mauvais comportements, ce qui le conduisit dans un camp de concentration. Cependant, sa peine ne dura pas longtemps car son ami, le SS Oberführer Gottlob Berger, le sortit de là et le renvoya dans la vie quotidienne. Cela lui valut d'être contraint de quitter le pays. Il entra donc dans la Légion Condor et en 1937 émigra en Espagne, où la guerre civile faisait rage. Le conflit espagnol se termina le 1er avril 1939 et Oskar Dirlewanger retourna en Allemagne. Avec le nazisme en plein essor et la violence omniprésente, il n'eut aucune difficulté à se réinsérer dans la société et à reprendre ses habitudes. Il entra bientôt dans les SS avec le grade de SS Obersturmführer, c'est-à-dire lieutenant. Quelques mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale commença et ce serait le point culminant pour faire ce qu'il voulait. En juin 1940, en raison des problèmes préoccupants que les groupes de résistance causaient aux commandos traditionnels, Dirlewanger, avec Gottlob Berger, chef du département de recrutement des SS, créa un détachement spécial des SS, appelé Sonderkommando Dirlewanger, puis rebaptisé SS Bataillon Dirlewanger, composé de tueurs, de criminels condamnés et de braconniers. Leurs débuts furent bestiaux et, dans la lutte contre les partisans et les Juifs en Pologne et en Russie, ils commirent des massacres démesurés qui provoquèrent le rejet de certains cercles dans l'intimité du bataillon,
Une discipline stricte était imposée, comprenant des punitions physiques comme la peine de mort pour les comportements extrêmes au sein de l'institution militaire. Cependant, en dehors de celle-ci, Dirlewanger leur donnait la permission de faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient assassiner, voler et violer sans aucune condition. La pratique la plus courante et celle qu'ils préféraient consistait à enfermer des groupes de civils dans des églises, des maisons ou des fermes, et à les incendier ensuite. Lorsque les victimes tentaient de s'échapper, le bataillon Dirlewanger était là pour les abattre. Ils étaient si malveillants dans leurs actions que le juge des SS, Georg Konrad Morgen, ouvrit une enquête contre eux, mais celle-ci fut classée sur ordre de Heinrich Himmler, Reichsführer et chef du parti nazi. Cependant, malgré leur malice et leur immunité, leurs aptitudes pour la guerre étaient peu efficaces, si bien qu'ils furent atrocement surpassés lorsqu'ils affrontèrent l'armée rouge. Toutefois, cela ne signifia pas la fin de l'unité, qui continua à recruter des soldats. À la fin de 1943, le bataillon Dirlewanger devint un régiment. Les effectifs augmentaient sans cesse, incluant des Russes et des Ukrainiens. Pendant l'insurrection de Varsovie, ils reprirent leurs activités répugnantes et sanguinaires. Cependant, malgré la mort de plus de 40 000 civils, ils furent vaincus et transférés en Slovaquie. Là-bas, ils réorganisèrent leurs troupes et après avoir recruté environ 4 000 nouveaux soldats criminels, le régiment se transforma en brigade. Pendant ce temps, Oskar Dirlewanger était dans un grand état de splendeur, recevant la croix de chevalier et atteignant le grade précieux de SS Obergrüner, c'est-à-dire général. L'ascension de cette unité était remarquable et après l'ajout de nouveaux services, un bataillon de chars et une grande quantité d'artillerie, la brigade fut renommée 36, Waffen-Grenadier SS Division Dirlewanger. Cependant, le nom de famille était décoratif, car Oskar Dirlewanger était à l'hôpital de la prison d'Altshausen, à Tübingen, se remettant de graves blessures subies en combat. Pendant ce temps, son poste fut pris par Fritz Schmedes. Dirlewanger et ses troupes finirent par prendre des chemins différents. Alors que la division dirigée par Schmedes combattait contre le mouvement national slovaque et se déplaçait ensuite en Hongrie, le 3 mai 1945, il se rendit aux troupes américaines. Simultanément, Oskar Dirlewanger restait alité, incapable de revenir à sa vie normale. Le 7 juin 1945, des soldats polonais pénétrèrent dans le centre de santé, le reconnurent et après avoir rappelé ses actes infâmes et dédaigneux, ils le levèrent de son lit à coups et lui infligèrent une brutalité fatale, ce qui mena à sa mort inattendue. Ces hommes ne furent pas condamnés pour crimes de guerre et lui, à sa manière, fut le seul à payer pour ses méthodes bestiales. Numéro 2. Amon Goeth. Te souviens-tu d'Amon Goeth, le sadique boucher de Cracovie interprété par Ralph Fiennes, dans la liste de Schindler de Steven Spielberg? Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'un personnage fictif, mais c'est faux. Amon Goeth a existé et il fut l'homme le plus craint dans le camp de concentration de Plaszow à Cracovie. Goeth est né le 11 décembre 1908 à Vienne, dans l'Empire austro-hongrois. À ses 17 ans, il abandonna ses études liées à l'industrie de l'édition pour rejoindre les jeunesses hitlériennes. Entre 1927 et 1930, il fit partie du Steirischer Heimatschutzverband Vienne, l'organisation de protection du foyer de Styrie à Vienne, une faction radicale d'un groupe nationaliste, antisémite et paramilitaire appelé Heimwehr. En 1931, Goeth rejoignit le parti nazi, devenant ainsi un Alter Kämpfer, ce qui signifie « ancien combattant ». Ce titre conférait un grand prestige. De plus, Goeth rejoignit les SS d'Autriche. Son implication dans la cause nazie était définitivement évidente. En 1933, avec l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir, il fit partie des SS Truppendaimel et Sturmlibardi, avant d'obtenir la promotion de l'assistant du peloton d'étendard numéro 52 des SS. Les années de Goeth se passèrent dans l'ombre et dans les délits. En plus de boire de l'alcool et de commettre des actes de violence extrême contre d'autres personnes, il se livrait au trafic d'armes et de radios. Ces actes le conduisirent à être arrêté, mais après sa libération faute de preuves, un autre motif le laissa emprisonné. L'assassinat du chancelier autrichien Engelbert Dollfuss. Après une longue période de captivité, Goeth s'échappa de la prison et se retrouva dans un camp d'entraînement des SS,
près de ce qui deviendrait plus tard le camp de concentration de Dachau. Une fois la Seconde Guerre mondiale commencée, Goethe fut transféré à la ville de Lublin, en Pologne. Apparemment, il avait une haine particulière et personnelle envers les Juifs, qui remontait à plusieurs années. C'est pourquoi, dans le cadre de l'opération Reinhard, où Hitler annonça son intention d'exterminer tous les Polonais de sang juif, Goethe participa à l'attaque des camps d'extermination comme ceux de Belzec, Treblinka et Majdanek. Le transfert suivant marqua la carrière de Goethe. Son haut grade militaire le conduisit aux unités Totenkopf, également connues sous le nom de Totenkopfverbände des SS, où il fut assigné comme superviseur du camp de concentration de Plaszow, dans la ville de Cracovie, en Pologne. Une fois en poste, il se vit offrir un défi qu'il attendait depuis toute sa vie, devenir commandant. Les comportements antisémites de Goethe ne tardèrent pas à apparaître. Il fit utiliser des prisonniers juifs comme main-d'œuvre esclave dans le ghetto de Cracovie, et ceux qui ne servaient pas à accomplir les tâches étaient envoyés dans des camps d'extermination. La même fate attendait ceux qui étaient exécutés lors du déblaiement des terres. Le camp de concentration fut construit et Goethe respirait un air de suprématie. Il avertit haut et fort les prisonniers. « Je suis ton Dieu ». Les condamnés le regardèrent d'en bas, terrifiés, sachant que le pire les attendait. Les premiers jours de mai 1944 arrivèrent avec des nouvelles pour le commandant, car 10 000 Juifs hongrois allaient être envoyés au camp de Plaszow. Le camp étant déjà plein, il n'eut d'autre choix que de déplacer les prisonniers déjà présents. Aux enfants, il leur dit qu'ils seraient envoyés à la crèche, mais ce n'était qu'un mensonge vil. Après avoir voyagé dans des conditions de surpopulation jusqu'à Auschwitz, ils furent tués. Cette méthode n'était pas un hasard, car ces méthodes de meurtre étaient sanguinaires et répugnantes. Il prenait plaisir à voir ses deux chiens, Rolf et Ralph, attaquer et déchirer les prisonniers jusqu'à ce qu'ils meurent. De plus, il était habile avec les armes à feu, et quand il remarquait qu'un détenu s'arrêtait pour se reposer après de longues heures de travail forcé, il lui tirait dessus depuis la fenêtre de sa cuisine. Un des prisonniers était son cordonnier personnel et devait lui confectionner de nouvelles chaussures chaque semaine, sinon il serait tué. Plusieurs survivants se souviennent du jour où il tua un cuisinier, parce que la soupe était trop chaude et qu'il se brûla la langue en essayant de la boire. De même, lorsqu'un membre de l'un des groupes de travail commettait une erreur, selon ce que Goethe interprétait comme une telle, il résolvait cela en punissant à la fois cette personne et ses collègues. À plusieurs reprises, il extermina toute une équipe après avoir vérifié qu'un de ses membres s'était échappé. Bien que les prisonniers aient dû souffrir du calvaire de Goethe pendant de longs mois, il ne commanda pas le camp de concentration pendant une période très longue. Le 13 septembre 1944, des autorités de haut rang décidèrent de le destituer de son poste. L'une des accusations à son encontre venait des SS, et elle était liée au vol des biens appartenant aux Juifs. Selon la législation nazie, ces maisons et entreprises revenèrent à l'État. D'autre part, les autorités se sont indignées de la mauvaise alimentation des prisonniers sous sa responsabilité, ainsi que des violations des règles du camp et de l'excès de punitions infligées aux détenus. Ils se rendirent également compte que Goethe avait permis l'accès à des registres du camp à du personnel non autorisé. Cependant, la condamnation fut vaine car les autorités savaient que la Seconde Guerre mondiale se terminerait plus tôt que prévu, et ils décidèrent que le mieux était de lui retirer les charges. Toutefois, quelques semaines plus tard, Goethe fut diagnostiqué d'une maladie mentale et fut interné dans un hôpital psychiatrique situé dans la ville allemande de Bad Tölz. Après la fin de la guerre, la Cour suprême nationale de Pologne le cita à comparaître le 27 août et le 5 septembre 1946. Après avoir pris connaissance des charges portées contre lui, Goethe semblait ne pas réaliser la gravité de ce qu'il avait fait. Il expliqua qu'il n'agissait que sur ordre de ses supérieurs et affirma que les peines de mort et les meurtres entraient dans sa juridiction disciplinaire en tant que commandant du camp et qu'ils étaient cohérents avec les réglementations allemandes en vigueur. Après avoir évalué l'affaire, la justice le déclara coupable de meurtre pour avoir tué, mutilé et torturé un grand nombre de personnes, et il reçut ce qui était alors la première condamnation à mort pour des crimes de guerre de cette nature. Le 13 septembre de la même année, le boucher de Cracovie fut convoqué à la prison de Montelupich. Bien qu'ils aient essayé de le pendre 2 fois, ils échouèrent et finirent par l'étrangler. Son corps fut incinéré
et ses cendres jetées dans la rivière Vistule. Sans un brin de remords, juste avant de mourir, Amon Goeth cria furieusement « Heil Hitler !» Numéro 3. Joseph Mengele. Certains le connaîtront sous le nom de Joseph Mengele, d'autres sous le pseudonyme de l'Ange de la Mort. La vérité est que ce personnage fatidique est l'un des nazis les plus connus. Un médecin impitoyable qui n'hésita pas à mener les expériences les plus perverses que l'imaginaire humain puisse concevoir. Joseph Mengele naquit le 16 mars 1911 à Günzburg, en Allemagne. Il était fils d'Aloïs et de Karl, ce dernier étant fondateur d'une entreprise de machines agricoles. Après avoir terminé ses études secondaires, en avril 1930, il entama ses études de médecine et de philosophie à l'université de Munich. Un an plus tard, il rejoignit les Casques d'Acier, également connus sous le nom de Der Stahlhelm, une organisation paramilitaire créée après la Première Guerre mondiale. En 1934, il adhéra au SA du parti nazi. En janvier 1937, Mengele obtint son diplôme de l'Institut de biologie héréditaire et d'hygiène raciale de Francfort. En raison de sa bonne performance, il obtint un poste d'assistant auprès d'Ottmar Freiherr von Verschuer, un scientifique qui menait des recherches sur la génétique des jumeaux. Ce sujet le passionnait particulièrement. De plus, il était convaincu que les Allemands étaient biologiquement différents et donc supérieurs aux personnes des autres races. En 1938, il adhéra au parti nazi et aux SS. Là, il déploya ses compétences scientifiques, cherchant rien de moins qu'à augmenter la soi-disant race supérieure. Les premiers pas de Mengele dans la Seconde Guerre mondiale furent en 1940 au sein de la Wehrmacht. Cependant, il ne s'intéressait pas à combattre sur le front et s'offrit donc en tant que volontaire pour le service médical des Waffen-SS. Il effectua rapidement des tâches pour le bureau central de la race en Pologne, avant d'être affecté comme médecin officiel du bataillon d'ingénierie de la division Viking des SS. Un an après, il retourna travailler avec Verschuer, son mentor, qui était directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, de génétique humaine et d'eugénisme à Berlin. Mengele était patient et savait que tôt ou tard, le moment viendrait de diriger son propre laboratoire et de réaliser les expériences les plus cruelles qui soient. Le 30 mai 1943, il parvint à réaliser son désir ardent, devenir médecin du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, et quelques mois plus tard, il devint médecin en chef. Lorsque les camions remplis de prisonniers arrivaient à Auschwitz, Mengele et son équipe sélectionnaient ceux qui étaient physiquement aptes à travailler, et ceux qui ne remplissaient pas les conditions nécessaires étaient envoyés aux chambres à gaz ou tués dans les baraques. Il était convaincu que les Juifs et les Roms étaient des races inférieures et dangereuses qui devaient être anéanties. De plus, l'ange de la mort, ou comme il se faisait appeler par les enfants qu'il allait tuer, l'oncle Mengele, disposait de son propre laboratoire pour effectuer des expériences macabres sur les captifs, qui recevaient une meilleure alimentation pour être bien disposés pour les études réalisées. L'une de ses expériences favorites était centrée sur son intérêt scientifique pour les jumeaux, enfants ou adultes. Ceux-ci étaient soumis à des examens hebdomadaires et mesurés selon leurs caractéristiques physiques. Il leur pratiquait des amputations d'extrémités, leur inoculait intentionnellement la typhoïde. De plus, il effectuait des transfusions de sang à l'un des jumeaux pendant qu'il injectait différents virus à l'autre. Si l'un des jumeaux mourait, le vil médecin tuait son frère ou sa sœur pour réaliser des évaluations et des rapports post-mortem. Une pratique sanguinaire bien connue de Mengele remonte au moment où il assassina 14 jumeaux en leur injectant du chloroforme directement dans le cœur. Un autre cas célèbre décrit le moment où Mengele tenta de coudre 2 jumeaux tziganes par le dos, sous prétexte de créer des jumeaux siamois. Mais il échoua, car les frères moururent d'une gangrène. Une autre expérience populaire de ce médecin sinistre consistait à essayer de changer la couleur de l'iris en injectant des substances chimiques. Il tuait aussi des individus spécifiques pour leur extraire les globes oculaires et les envoyer à Berlin pour effectuer les analyses nécessaires. Il faisait de même avec les corps des personnes tuées dans les chambres à gaz. Les nains et les personnes ayant un pied beau ou un gigantisme étaient également des sujets idéaux pour les expérimentations. Il prenait habituellement des mesures corporelles, extrayait du sang et des dents saines, puis leur administrait des drogues et leur faisait subir des rayons X. Les femmes enceintes ne faisaient pas exception. Elles étaient soigneusement examinées
avant d'être tués avec leur bébé à naître. Ce qui est arrivé à Mengele après la fin de la Seconde Guerre mondiale est digne d'être raconté, tant par son spectaculaire évasion que par la chance qu'il eut d'échapper à la justice. Nous étions en janvier 1945 et l'Allemagne nazie pressentait déjà que le conflit se terminerait et qu'ils seraient les perdants. C'est pourquoi Mengele s'échappa d'Auschwitz avec son équipe médicale et se joignit à une unité militaire qui se rendit à ses adversaires américains. Là-bas, se faisant passer pour un officier allemand, il devint prisonnier de guerre jusqu'à sa libération. Les gardes alliés ignoraient son vrai nom. Ils ne savaient pas qu'il figurait sur la liste des criminels de guerre les plus recherchés. Ainsi commença son chemin d'évasion sous le faux nom de Fritz Hollmann, travaillant comme fermier en Bavière jusqu'en 1949. Il se rendit ensuite à Gênes, en Italie, pour embarquer pour l'Argentine avec un passeport erronément délivré par la Croix-Rouge. Après avoir vécu 6 ans dans ce pays sud-américain, travaillant comme vendeur de machines agricoles et accueilli par de nombreux partisans du nazisme, il obtint la citoyenneté sous un nouveau nom, José Mengele. Telle fut son impunité qu'il parvint à faire plusieurs voyages en Europe pour visiter son fils, sans avoir de problème avec les inspecteurs des navires, malgré la popularité de son nom. En 1959, il entendit des rumeurs selon lesquelles les procureurs de l'Allemagne de l'Ouest connaissaient son emplacement en Argentine et étaient à sa recherche. Il émigra alors au Paraguay. 1 an plus tard, le service de renseignement israélien disposait de preuves solides et était sur le point de localiser l'ange de la mort. Cependant, Mengele savait que Adolf Eichmann, l'un des instigateurs de l'Holocauste, avait été capturé en Argentine. Pas du tout lent, il s'installa à Sao Paulo, au Brésil, sous le pseudonyme de Wolfgang Gerhard. Il savait qu'il n'aurait pas de grandes difficultés à dissimuler son identité et sa localisation. Après avoir vécu dans diverses fermes et travaillé dans des tâches agricoles, la vie de l'ange de la mort prit fin. Le 7 février 1979, Wolfgang Gerhard se rendit dans un centre de vacances au Brésil et, tandis qu'il nageait dans la mer, il eut un accident vasculaire cérébral, également connu sous le nom d'AVC, et mourut noyé. Il fallut 6 ans pour que la justice allemande, ainsi que celle des États-Unis et d'Israël, puissent déterminer que Gerhard était le faux nom de Joseph Mengele et que, n'ayant pas pu le juger en raison de sa mort, ils ne réussirent pas à le condamner à la prison. Cet événement restera l'un des plus grands échecs du Mossad qui est encore rappelé aujourd'hui. Numéro 4. Johanna Bormann. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on se souvient des actes de sanguinaires hommes, mais il est également vrai que des femmes ont soumis les victimes à des traitements bestiaux. Le cas suivant démontre que même les personnes issues de milieux modestes et ayant peu de connaissances intellectuelles, avec un peu de pouvoir et une totale liberté pour faire ce qu'elles voulaient, pouvaient regarder de haut et commettre les meurtres les plus macabres. Johanna Bormann, également connue sous les surnoms de Johanna, la femme des chiens et Belette en raison de ses traits faciaux, fut gardienne de divers camps de concentration tels que Lichtenburg, Ravensbrück, Auschwitz, Budi, Hindenburg et Bergen-Belsen. Bormann naquit le 10 septembre 1893 à Birkenfeld, en Saxe, Allemagne. Peu de choses sont connues de son enfance. Apparemment, elle était fille de paysans pauvres et, en raison de ses faibles ressources, elle grandit analphabète. Élevée dans la foi catholique, elle portait le message de la Bible à ses voisins, bien qu'elle ne comprenait pas les lettres de ce livre sacré. Avant le conflit, elle travaillait comme femme de ménage dans un asile pour malades mentaux, qui n'était en réalité qu'un centre de préservation de la race aryenne, créé par les autorités nazies en place à l'époque. Quelques années plus tard, avec le début de la guerre, on lui fit savoir qu'elle pourrait gagner 4 fois plus en faisant des tâches similaires, ce qui la poussa à postuler pour un poste dans le camp de concentration de Lichtenburg. Après avoir été embauchée, Bormann ne fit pas de ménage, mais fut promue assistante et plus tard cuisinière. Cependant, depuis son poste de travail, elle observait les tâches des gardiennes, également connues sous le nom de Aufsehern. Elle en fut totalement fascinée et demanda aux autorités du camp de la considérer pour ce poste. Au début, elle n'utilisait pas les chiens pour ses meurtres. Elle se contentait de maltraiter et de frapper les prisonniers avec un bâton et une matraque.
Elle fut bientôt transférée à Auschwitz-Birkenau, où elle fut formée par Maria Mandel, surnommée la Bête d'Auschwitz, et Irma Grese, surnommée l'Ange exterminateur, de qui elle apprit de nouvelles techniques de torture. Après un certain temps en tant que gardienne, Bormann commença à se lier avec des chiens de race berger allemands. C'est ainsi qu'elle commença à les entraîner jusqu'à ce qu'ils soient capables de tuer des humains. Après la guerre, de nombreux témoignages indiquaient les maltraitances commises par Bormann. Selon la déclaration de la survivante Rachela Kelizek, la gardienne envoyait ses chiens mordre Regina, l'une des prisonnières. D'abord, les chiens commencèrent à déchirer rageusement ses jambes, puis montèrent jusqu'à son cou. Regina mourut complètement dévorée par les chiens de Bormann. Regina ne fut pas la seule victime de cette méthode. On estime que les chiens de Bormann tuaient entre 50 et 500 prisonniers par jour. Une autre pratique qui réjouissait la femme des chiens était d'éliminer les prisonniers qui tentèrent de s'échapper. Elle tendait également des pièges aux captifs. Cela consistait à les obliger à courir en direction des fils électrifiés à la recherche d'une ration supplémentaire de nourriture. Une fois arrivés, ils étaient abattus à bout portant. Cette pratique n'était pas aléatoire, mais un concours de tir entre gardiennes. Quelque temps plus tard, elle fut transférée à Bergen-Belsen. En 1945, elle fut arrêtée par les Alliés lors de la libération du camp de concentration. Le 17 septembre 1945, Joanna Bormann dut comparaître devant le tribunal britannique dans le cadre du procès pour les crimes commis à Bergen-Belsen. Les survivants témoignèrent que la femme des chiens formait des sélections avec plusieurs médecins des SS à l'entrée du camp, décidant qui devait effectuer des travaux forcés et qui serait envoyé à la chambre à gaz. Ada Bimko, médecin juive à Auschwitz, déclara qu'elle devait soigner les prisonnières mordues par ses chiens. En revanche, Dora Silberberg, une prisonnière juive, confia avoir été frappée à coups de bâton. Elle affirma qu'elle lui avait arraché 2 dents et lui avait causé de graves blessures. Une autre survivante, Alexandra Siwidowa, déclara qu'elle frappait les femmes portant des vêtements apparemment en bon état. Elle devait aussi se déshabiller et faire des exercices physiques très épuisants. Lorsqu'elles arrivaient à un état d'épuisement profond, elles étaient frappées à coups de bâton sur la tête et le dos. Elle, Lingens Reiner, médecin prisonnière à Auschwitz, déclara que Bormann était misérable, une créature malheureuse qui n'a été aimée par personne, qui n'aimait personne sauf son chien. Lors de sa défense, la gardienne affirma que tout ce qu'elle avait fait n'était que pour gagner de l'argent. Elle ne se considérait pas comme une nazie et n'avait aucune idéologie. Selon ses déclarations, elle n'utilisait pas ses chiens pour attaquer les prisonnières, ni pour tuer quiconque. Elle ajouta qu'elle frappait les femmes au visage ou leur donnait des gifles dans les oreilles si elles ne suivaient pas les ordres. Finalement, la femme des chiens fut condamnée à la pendaison. Le matin du 13 décembre, le même jour que l'exécution de sa mentor Irma Grese, elle marcha vers le tabouret de la prison de Hamelin en Westphalie. Selon les écrits d'Albert Pierrepoint, bourreau britannique, elle boitait dans le couloir, apparaissant très vieillie et émaciée. Elle n'avait que 52 ans et mesurait seulement 1,52 m. Elle tremblait et se plaça sur la balance. Elle dit en allemand « J'ai mes sentiments », ce furent ses derniers mots. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de la vidéo. Voici ce qui est arrivé à Oskar Dirlewanger, Amon Goeth, Joseph Mengele et Joanna Bormann. Écrivez-nous dans la section des commentaires pour nous dire quelle curiosité vous a le plus surpris et n'oubliez pas de vous abonner pour tout le contenu de notre chaîne.